au début de cette émission qu'Amiriki, dans les territoires de Lubero, on pleure encore des morts, les enthousiasmes du Nouvel An qui se sont engloutis, enfin qui se sont glacés, j'allais dire, par ce que nous appelons incursion de ceux qui sont présentés aujourd'hui comme étant de présumés FDLR. Le bilan de cette nouvelle incursion, il est lourd, très lourd même. On parle d'au moins 17 personnes qui ont été tuées à coups de machette et environ 8 à 9 personnes grièvement blessées, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé pour l'instant. Nouvelle incursion, un massacre de plus, c'est la question que je vous pose. Djouma Balikucha, d'abord, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes député national élu de Béni, au Nord Kivu. C'est bien ça. Ce massacre, est-il encore un massacre de trop selon vous? Oui, c'est un massacre de trop, mais vous savez aussi, la question sécuritaire préoccupe plus haut point les députés nationaux. Et malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que nous venons de perdre aussi un collègue à la personne de Ayo Bangira. Et à son âme. Élu de Massissi. Et il est mort pendant qu'il s'apprêtait pour aller assister à une réunion pour discuter autour de la question de l'enlèvement d'un agent de Médecins Sans Frontières qui voulait se retirer. Voilà dans quelles circonstances il est mort. Mais c'est toujours lié à la question sécuritaire. Donc, vous avez parlé de la question sécuritaire, le massacre, un massacre de trop. Je dirais oui, un massacre de trop, mais plutôt que de commencer à trop parler, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Nous avons tout dit. Maintenant, nous commençons à nous interroger. Qu'est-ce que notre gouvernement fait? Parce qu'il y a une similitude. Ce qui se passe à Mériki, c'est au sud de Lubero. Il y a une similitude avec ce qui s'est passé à Béni, qui continue même à se passer à Béni. Il n'y a pas très longtemps, oui. Ça continue encore à se passer à Béni. La similitude, c'est quoi? C'est que la population donne des informations ou des renseignements à nos services, mais nos services ne font rien. Mais alors, on se pose la question, sommes-nous incapables d'anticiper certains phénomènes? Pourquoi n'arrivons-nous pas à anticiper, prévenir ces morts de trop? C'est là où on s'est dit, est-ce que le gouvernement finalement a démissionné sur la question du Nord Kivu d'une façon générale? Parce qu'il y a les enlèvements par-ci par-là. On parle des sud de Lubero aujourd'hui. Il y a Walikale, il y a Massissi, on a parlé des enlèvements. Il y a Rutshuru, Lubero, même Butembo lui-même, des kidnappings à Béni. Voilà, finalement, on s'est dit, où est le gouvernement dans tout ça? Que fait notre gouvernement? Que font nos services de renseignement? Pourquoi ne peut-on pas vérifier les informations données par la population pour pouvoir anticiper, pour pouvoir mettre fin ou limiter, pas limiter, disons, empêcher qu'il y ait carnage? Ce soir, donc, vous avez le sentiment d'une impuissance publique face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Nord Kivu? Impuissance publique, moi je dirais impuissance notoire. C'est une impuissance notoire parce que à Béni, par exemple, ça fait plus d'une année que ça dure. Nous avons eu de l'espoir quand le chef de l'État était là-bas. Et nous avons eu de l'espoir que cette fois-ci, les choses vont reprendre, même la vie va reprendre. Voilà, il y a Miriki. Et je vous informe que tout ce que même les décisions qui ont été prises par rapport à Béni, par exemple, pour aider les hôpitaux, pour aider les enseignants, aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est fait. Même le ministre de la Santé a promis, a confirmé qu'on va aider, qu'on va soutenir. Jusque-là, ni rien du côté social. Les gens sont dans une situation de délabrement très avancée, mais on se demande où est le gouvernement dans tout ça. C'est ça la grande question. Donc plutôt que de parler, maintenant je pense que si le gouvernement se sent incapable, pourquoi ne pas solliciter l'aide pour qu'on puisse... Est-ce que la situation ne se complexifie pas parce que ces rebelles ou ces terroristes ont changé de mode opératoire et qu'on n'est plus dans une guerre classique comme telle? Oui, dans une guerre classique, c'est ce que j'ai dit, quand on n'est plus dans une guerre classique, l'élément le plus important, c'est l'information, les renseignements. Et la population donne ces informations. À Miriki, on avait déjà eu des informations comme quoi on va attaquer. Mais si ces informations ont été données à temps, au moment qu'il faut, pourquoi maintenant nos autorités n'ont pas pris toutes les dispositions pour pouvoir empêcher cela? C'est ça la grande question. Donc on n'a plus maintenant à se poser des questions.
que les gouvernements prennent ses responsabilités, notamment si elles se sentent déjà incapables de mettre fin à une telle situation, qu'ils demandent de l'aide à l'extérieur. On a vu comment... L'aide extérieure, mais il y a déjà les Nations Unies, la MONUSCO qui contrôle cette zone avec tous les matériels sophistiqués possibles qu'une mission de maintien de paix peut avoir, notamment les drones de surveillance et bien d'autres. Oui, en fait, c'est ça aussi la contradiction ou le paradoxe. C'est que la MONUSCO avait refusé de se joindre, disons, au FARDC pour combattre les FDLR. Vous savez ce qui se passe au sud de Lubero, on nous parle des FDLR. Bon, est-ce que maintenant la MONUSCO va se ressaisir ou bien il va revenir au bon sentiment pour dire bon, qu'il passe outre tout cela, parce qu'il faut quand même aussi qu'il nous fasse le bilan de son travail. Charles Bambara a annoncé ce matin sur nos antennes que la coopération militaire entre MONUSCO et FARDC était sur le point de reprendre, que des opérations conjointes sont envisagées justement pour traquer ces rebelles. Ça vous rassure un tout petit peu? Bon, rassuré, mais nous en avons assez de toutes ces formalités au point de reprendre. En tout temps, on est en train de nous tuer. On nous fait des promesses, on nous rassure, on a de l'espoir, et puis après, c'est le massacre. Finalement, on s'est dit, on est abandonné à notre triste sort. C'est ça la grande question. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'après chaque visite d'une autorité publique, il y a toujours une main noire qui frappe et tue des gens, autour de 10 à 15 personnes. Dans les territoires de Béni, vous pensez que c'est un message que l'on passe à qui et pourquoi? Votre constat, effectivement, il est troublant. Effectivement, quand on a toutes les grandes autorités qui passent, et puis après, les choses reprennent avec une grande intensité, c'est là où je parle toujours, j'insiste sur le mot anticipation, ou alors changer le fusil d'épaule. Comme ils se sont rendus compte qu'il a changé, pourquoi ça fait une année que ça dure, pour le cas de Béni, pourquoi on ne peut pas aussi changer de stratégie ou de méthode, ou s'associer à d'autres forces pour pouvoir combattre, disons, ce phénomène. Et comme j'ai dit, en tout cas, la situation des Mirik au sud de Lubero, comme je l'ai dit, ça s'assimile, ça s'apparente à celle qui se passe à Béni. Donc, il y a maintenant une extension. Est-ce les ADF, les présumés ADF, je préfère, est-ce que les présumés ADF ont déjà fait jonction avec les FDLR pour aller continuer encore à embraser toute la province? C'est ça la grande question. Même quand je dis embraser toute la province est déjà embrasée par le fait que même, je l'ai dit tantôt, à Walikale, ça chauffe. À Rutshuru, c'est pareil. À Masisi, même à Nyiragongo, où on pouvait croire que c'est un peu tranquille. Donc toute la province est en ébullition et nous nous posons... Alors que le gros des troupes de la MONUSCO se trouve à être basé de ces côtés-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Que font-ils? Moi, j'ai comme l'impression que le Nord Kivu, et c'est ça ce que les gens ignorent, le Congo ne peut pas exister sans le Nord Kivu. Donc il ne faut pas que l'on considère que la situation du Congo, c'est une situation, non, du Nord Kivu, c'est une situation déjà du Nord Kivu, parce que nous avons comme l'impression, on a tendance à laisser toute cette charge à la province, et la province se démène tant bien que mal pour pouvoir faire face à ça, alors que ce n'est pas même de sa compétence. L'armée et la sécurité, c'est de la compétence exclusive du pouvoir central, mais on a l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut envisager d'autres mesures parce qu'on attend avec la MONUSCO, ça donne l'impression de ne pas marcher. En l'espace d'un an, on a perdu entre 450 à 500 civils tués, toujours à coups de machette et autres armes blanches. S'il vous avait été demandé de proposer une autre solution, parce qu'il semble qu'on a tout essayé, que la solution tarde, quel type de solution proposerez-vous? Non, vous savez d'abord, le grand problème que nous avons, c'est que nous prenons des mesures, mais que nous n'appliquons pas, ou des décisions que nous n'appliquons pas. Je veux dire par là, ça fait longtemps qu'on a parlé de la réforme de l'armée, la réforme de la sécurité. Rien de tel ne s'est fait. Voilà, au moins, maintenant, on est en train de patauger. Mais nous avons aujourd'hui, il faut le reconnaître, une armée plus ou moins républicaine, réformée et professionnelle. Réformée, j'en doute, mais nous avons une armée volontariste
qui se bat avec les moyens des bords, qui est déterminé effectivement à mettre fin à cette situation. Mais quand on dit l'armée, c'est beaucoup plus d'abord le commandement, ce n'est pas les hommes de troupes. Quand bien même que malgré la bonne volonté de ces hommes de troupes, s'il n'y a pas une planification, une organisation conséquente qui s'est faite, bon, on va toujours, parce que la preuve, malgré cette montée à puissance de notre armée, on continue toujours à nous massacrer, on continue toujours à nous enlever, à nous kidnapper. Où allons-nous? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a collaboration avec certains dignes fils, certains habitants qui coopèrent et collaborent avec ces terroristes? Non, en fait, ce que vous dites, ça ne vient pas de vous, parce qu'il y a certaines autorités qui avaient déjà tenu ce même langage, mais je dis que c'est un langage d'aveu d'impuissance. Parce qu'il y a collaboration, si on sait qu'il y a collaboration, pourquoi ne pas mettre fin à cette collaboration? Pourquoi ne pas neutraliser ces gens-là qui collaborent avec l'ennemi? Parce qu'on a justement changé de mode opératoire et que les rebelles viennent infiltrer. Ils sont en tenue civile, ils sont quasi inaperçus et peuvent opérer en toute quiétude. Bien sûr, mais alors c'est la question que je me posais. Et pourtant, on donne des informations. Pourquoi ne pas enquêter maintenant sur cette piste? Pourquoi ne pas explorer la piste que la population donne à nos différents services, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la sécurité? Vous pensez qu'il y a une sorte de léthargie alors, mais dans ce qui arrivait particulièrement dans ce village de Miriki, la nuit de mercredi à jeudi, il y a les Nandés qui sont pointés du doigt, enfin, qui sont plutôt visés cette fois. Pourquoi? Bon, je n'aime pas faire une lecture ethniciste des choses. Bon, on parle que ce sont les Nandés qui sont visés, qui sont massacrés. Bon, je n'ai pas d'éléments. Bon, effectivement, tous ceux qui ont été tués, ce sont les Nandés. Mais il faut dire aussi, Miriki, c'est un coin qui est aussi majoritairement, disons, peuplé des Nandés. Bon, il y a eu un phénomène de Hutu-Nandés qui se retrouve dans les coins, mais ça c'est un autre problème. Mais ici, que les Nandés soient tués majoritairement, je reviens toujours à mon interrogation. Malheureusement, vous n'avez pas de réponse et moi-même je n'ai pas de réponse. Pourquoi le gouvernement semble démissionner sur la question du Nord Kivu, notamment la partie nord de la province? Et dans ce qui se passe, n'avez-vous pas peur que ça vire à un affrontement communautaire, entre communautés? Bon, en fait, il y a certains ingrédients, ou bien il y a des gens qui veulent travailler dans ce sens, mais il appartient aussi à toute la notabilité de la province de barrer la route à tous ces gens-là qui ne veulent pas de la paix dans notre province. C'est-à-dire qu'ils veulent chercher à manipuler les sentiments ethniques pour pouvoir arriver à des fins inavouées, notamment peut-être prendre le pouvoir parce qu'il manque de discours, mais je pense que nous ne pouvons pas tolérer cela. Et toute la population ou toute personne de la province qui veut que cette province survive doit se lever comme un seul homme pour barrer la route à tous ces inciviques. Alors, ça dure depuis une année et la situation est loin de s'arrêter. Djouma Bali Kucha, pensez-vous qu'aujourd'hui, si on faisait appel à une collaboration transfrontalière avec les armées, notamment RDF du Rwanda et UPDF de l'Ouganda, pour s'associer et faire une coalition avec les FAR2, c'est question de traquer en même temps les FDLR et les ADF, vous pensez que la solution correspond au contexte aujourd'hui? Ça, c'est la pire des solutions. La collaboration transfrontalière, là, je me pose catégoriquement. Nous avons vu l'opération Umoja tout ce que ça nous a donné. Les Rwandais, ils disaient qu'ils se retiraient, mais nous avons comme l'impression qu'ils ne se sont pas retirés. L'Ouganda est en train de menacer pour venir nous soutenir dans la lutte contre les ADF, d'abord qui ne le pose pas problème, mais certaines informations montrent que l'Ouganda lui-même, il serait même derrière ce qui est en train de se passer à Béni. Donc la collaboration transfrontalière, c'est faciliter encore la tâche à tous ces gens qui sont peut-être les tenants ou les tenants de la balkanisation. Alors vraiment, c'est la pire des solutions que nous pouvons envisager. Plutôt chercher peut-être une opération du genre Artemis pour pouvoir mettre fin à cette situation. Alors vous, en tant que député national, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça brûle et
ça dure. Député national, notabilité locale, qu'est-ce que vous faites pour justement apporter votre pierre? Question de mettre fin à tous ces massacres. En tout cas, nous avons tout fait, tout ce qui est de notre compétence. Je pense que nous l'avons fait, nous avons parlé, nous avons fait des plaidoyers et tout. La preuve, toutes les grandes autorités se sont retrouvées au niveau de la province. Nous ne sommes pas l'exécutif pour pouvoir prendre des décisions, mais notre travail, c'est alerter l'exécutif et au besoin, maintenant, contrôler l'exécutif, pourquoi cela ne s'est fait. C'est pourquoi j'ai dit, toutes ces interrogations que nous nous posons, nous ne manquerons pas le moment opportun à pouvoir interpeller le gouvernement sur cette question. Parce que jusque-là, vous savez, au niveau de la province du Nord Kivu, quelque part, on est un peu découragé. Découragé en sens qu'on a comme l'impression que ce n'est plus... À l'époque de la guerre des M23, le problème du Nord Kivu, c'était un problème congolais. Tous les Congolais s'étaient levés. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a une certaine léthargie. Vous sentez un certain relâchement? Un certain relâchement. Mais surtout, cela est lié à l'attitude même que prend le gouvernement. Le gouvernement semble ne pas être préoccupé. Bon, on comprend. Mais par 2 fois, le chef de l'État s'est rendu au Nord Kivu. Il a promis de tout mettre en œuvre pour justement que la paix revienne. Donc ça démontre qu'il a à cœur ces problèmes sécuritaires. Vous avez répondu à votre question. C'est ça le travail des députés. Effectivement, on est arrivé à ce que le chef de l'État se retrouve sur terrain. Bon, il donne des instructions, mais ce n'est pas lui l'exécutif. Maintenant, que fait l'exécutif? Je vous ai dit, le ministre de la Santé a promis intervenir au niveau des Ringeti. Le centre de santé des Ringeti a été brûlé. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Le ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire et secondaire s'est retrouvé à Wicha. On a promis un certain nombre de choses. Rien ne s'est fait. Toujours dans le cadre de la santé. Savez-vous que il y a un médecin de Mbingi, donc d'ailleurs c'est dans ma chefferie de Bachou, qui a été enlevé. Comme ça, donc même le personnel médical est exposé. Il n'y a même pas un dispositif pour le sécuriser. Aujourd'hui, il menace de faire grève. C'est la population qui va en pâtir. Voilà où nous en sommes. Alors, dans l'entretemps, nous attendons l'arrivée des nouveaux patrons de la force de la MONUSCO, qui est un Sud-Africain qui va devoir remplacer le Brésilien Carlos dos Santos Cruz. Qu'est-ce que le Nord Kivu attend de ces nouveaux hommes forts? Non, qu'on mette fin à ce carnage. Nous sommes fatigués maintenant des discours. Nous voulons maintenant des mesures concrètes par rapport à ce carnage. Ils ont déjà compris le modus operandi de ces inciviques. Bon, alors qu'ils se mettent à l'œuvre pour pouvoir contrecarrer cela. Ça m'étonnerait que ces inciviques soient mieux outillés ou mieux informés que même notre armée ou la MONUSCO pour pouvoir contourner tout ce qu'on peut leur tendre comme piège. Ça m'étonnerait beaucoup. Djouma Balikusha, dernière question pour vous. Vous allez regarder la caméra en face de vous, passer un message de paix à la population de Miriki, de la population de Lubero, encore de Beni, que vous regardez ce soir sur nos antennes. Et aussi un message aux autorités gouvernementales et à celles des services, aux autorités en charge des services de sécurité et de défense. Oui, à la population de Miriki, effectivement, nous ne pouvons que lancer un message de paix et les encourager toujours à continuer à collaborer avec nos services malgré sa défaillance, mais aussi à pouvoir rester plus dans l'unité. Ce n'est que parce qu'il ne faudrait pas qu'on commence maintenant à pointer du doigt X ou Y, mais c'est l'unité, c'est à travers l'unité et la solidarité que nous pouvons arriver à mettre fin à cette situation que nous sommes, cette situation cauchemardesque que nous sommes en train de vivre dans notre province. Aux autorités et surtout au gouvernement de la République, c'est de prendre ses responsabilités. Et d'ailleurs, même les gens le disent, certes, le chef de l'État est déjà arrivé là-bas plus d'une fois, mais jusque-là, on n'a jamais vu le Premier ministre mettre le pied là-bas. Bon, il ne faut pas seulement qu'il cherche à se cabrer sur le cadrage macroéconomique. Je pense que si on veut stabiliser l'économie, c'est pour le bien-être de la population, c'est pour pouvoir
protéger davantage cette population, alors ça sera intéressant que le chef du gouvernement lui-même arrive sur terrain, et même les chefs d'état-major arrivent sur terrain pour pouvoir booster ou donner encore du tonus à nos forces et lui-même vivre la réalité du terrain. Peut-être il changera de langage ou de stratégie pour qu'on puisse recouvrir la paix dans notre province. On espère que votre message a bien été entendu. Djouma Bali Kucha, député national élu de Béni, merci beaucoup d'être passé ce soir sur le plateau de 2 News. C'est moi de vous remercier. Et c'est la fin de la première partie de ces magazines d'information non-stop. Dans un peu plus de 12 minutes, le journal télévisé La Grande Édition du soir. Ne zappez pas, restez avec nous. À vous tous qui avez regardé la première partie de ces magazines, merci de votre confiance. Il y a du bonheur dans l'air. En cette période de l'année, partager son bonheur est ce qu'il y a de plus important. Surtout lorsque vous êtes plus de 5 millions de clients à nous faire confiance partout en RDC. À tous, Orange vous souhaite une bonne année 2016. Et en ce moment, bénéficiez jusqu'à 30% de réduction pour tout achat de produits en boutique. Rendez-vous vite dans la boutique Orange la plus proche. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2016. Faire un vœu change avec Orange, la vie change avec Orange. Si belle et éclatante, plusieurs désirs connaître mon secret. La gamme complète Dermaclair me rend de plus en plus belle. Oh oh oh. Dermaclair savant antiseptique nettoie ma peau en profondeur et me donne un teint uniforme éclatant au Dermaclair. Dermaclair, mon lait de beauté, élimine boutons et taches, améliore, éclaircit l'épiderme, rend ma peau encore plus nette. Oh oh oh. Dermaclair, mon secret. Dermaclair, secret. Dermaclair. Mon secret, c'est la gamme Dermaclair. Dermaclair, produit de haute performance pour des résultats évidents.